Bonjour, alors me revoilà Micheline Bourque pour une autre entrevue avec Monsieur Brian Hobbs, mais cette fois-ci en tête à tête. Alors ça, c'était un moment que j'attendais avec beaucoup de plaisir parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Hobbs récemment lors d'une activité de PMI et j'ai été vraiment très impressionnée par votre parcours. Vous m'excuserez. Alors, moi, quelqu'un qui arrive à faire publier un livre au Oxford Press, ça m'impressionne. Donc, je vais juste prendre quelques instants avec vous pour que vous m'expliquiez un petit peu le parcours, parce que vous m'expliquiez à l'époque, vous êtes en gestion de projet depuis de nombreuses années. Donc, vous avez vu le monde de la gestion de projet évoluer. Puis, je trouve que ce serait intéressant d'avoir ça sur notre petite enregistrement pour faire valoir un peu toute cette évolution-là, là, avec la chair et tout ça. D'accord. Okay. Bon, en fait, je vais faire un peu l'histoire de la gestion de projet. L'histoire au Québec, mais exactement la même chose est arrivée sur l'ensemble de la planète. OK. Donc, on a des particularités de notre histoire locale, mais il y a sa contrepartie ailleurs, avec quelques accidents historiques qui sont avérés heureux. OK. Voilà. Donc, je dirais l'Université du Québec était la première université au monde à avoir une maîtrise en gestion de projet. Oui. C'était en 1976. OK. C'était un accident. Parce qu'au début des années 70, le gouvernement a fait une enquête sur la formation des ingénieurs. Ça s'appelait Opération Sciences appliquées. OK. Et une des conclusions de ce rapport, c'est que la gestion de projet est un sujet qui devait intéresser les ingénieurs, mais des facultés de génie s'y intéressaient pas. Ah! Et là, ils ont fait un appel de proposition aux universités, à savoir quelle université voulait s'intéresser à ça. L'Université de Québec venait de naître, à chercher des niches à occuper. Donc, c'est l'Université du Québec s'est portée volontaire pour créer le premier programme de maîtrise en gestion de projet au monde. Étiez-vous là, vous, à cette époque-là? Moi, je suis arrivé au début des années 80. Okay. En fait, c'est Pierre Menard, mon collègue, qui est le père fondateur du programme, qui a monté ça. Voilà. Et donc, mais à cette époque-là, la gestion de projet existait très peu comme domaine. Okay. Il n'y avait rien dans les universités, sauf quelques personnes de recherche opérationnelle qui faisaient des algorithmes sophistiqués, des échéanciers, c'est tout. Et le PMI venait de naître. OK. Et donc, il avait commencé à faire du matériel en gestion de projet, puis les seuls qui avaient du matériel en gestion de projet. Donc, normalement, on se gravite vers Pierre est allé voir le PMI. Et ici, à Montréal, ils ont tenu un colloque annuel de nord-américaine de PMI. C'était ici à Montréal en 1976, l'année des Olympiques. Oui, oui, oui. Mais des années avant ça, la section de Montréal, ce qu'on appelle en anglais un chapitre, était en voie de naître. OK. Donc, le section de Montréal et la maîtrise en gestion de projet de l'UQAM, ça en est la même année. OK. En collaboration là, avec les autres. Donc, c'est nos relations avec PMI Montréal date de la naissance. Mais vous, est-ce que votre lien avec l'UQAM était aussi lié avec PMI? Vous êtes arrivé quand, vous? Moi, je suis arrivé, je l'ai recruté comme prof. Mais juste, l'histoire est intéressante. Si vous avez quelques minutes pour l'autre histoire. OK, là, oui, ben oui, on a quelques pas des ingénieurs. Okay. Sauf que PMI avait déjà une vision de la gestion de projet, okay. que c'était pas juste pour les ingénieurs, il y avait des projets dans d'autres secteurs d'activité. OK. Puis Pierre a adopté ce point de vue-là. OK. Et donc, il a admis, par exemple, il y avait une cinéaste dans le premier cours. OK, oui, c'est ça. Bon, dans le milieu universitaire, quand on crée un nouveau programme, c'est en probation pendant 4 ans de temps, puis là, on fait une évaluation, un audit. Et donc, là, les ingénieurs sont revenus. OK. Ils ont constaté qu'on avait des impurs parmi des purs dans le temple des ingénieurs et ils ont fait la recommandation au ministère de l'Éducation de fermer le programme pour cette raison. OK. Il y a eu un rapport minoritaire qui était remis par un des membres de l'équipe d'audit qui dit non, ça peut avoir du bon sens. Okay. Et le gouvernement a accepté ça et le programme est rendu permanent et l'histoire leur a donné raison. Okay. Donc, voilà. Ah, ben c'est cute. C'est cute, c'est une anecdote historique, mais aussi ça illustre le passage de la gestion de projet du monde de l'ingénierie à tous les autres secteurs d'activité. Parce qu'à l'époque, si je me mets fin des années 70, il n'y a pas d'ordinateur ou très peu, il n'y a pas d'informatique, tout devait faire de façon manuelle avec des documents qu'on tapait à la machine. Et, les gros ordinateurs, les IBM, comment j'ai fait mon bac en génie au début des années 70, on avait quand même des IBM 360, des gros, avec des cartes, etc. L'informatique existait déjà. Oui, mais pour la gestion de projet? Mais pour la gestion de projet, oui aussi, parce que ces premiers logiciels de planification de projet, la méthode était développée sur les gros projets de défense américaine. Pour le reste, le sous-marin, donc ça existait. OK, ça commençait déjà à ce moment-là. À peu près, la gestion de projet est associée
à ces algorithmes pour faire des échéanciers dans les années 70 et même dans les années 80. Alors, j'ai eu la réponse à ma question. Donc, vous, la gestion de projet, vous est venue par votre background en génie? Oui et non. Oui, non? Juste un autre accident historique. L'UQ, l'Université du Québec, n'a pas de faculté de génie sur tous ses campus, dans toutes les constructions. Si vous avez un programme en gestion de projet, vous n'avez pas de faculté de génie, vous le mettez ça où? Ah oui, oui. Dans l'école de gestion. Okay. Là encore, c'est un accident historique, mais c'était pas prévu que ça allait comme ça. Mais parce qu'on n'avait pas de faculté de génie, on a mis ça à l'école de gestion. Encore la bonne place. Donc, ça s'est développé comme école de gestion. Ça a permis la diversification de la clientèle et aussi, ça nous a permis d'éviter les débats sur les techniques parce qu'il n'y a pas de technique. Super donc, moi, je suis arrivé au début des années 80, puis déjà là, la clientèle de notre maîtrise, parce que la maîtrise professionnelle des professionnels d'exercice, reflète la communauté de gestion de projet. Donc, son évolution dans le temps, c'est l'évolution de la gestion de projet au Québec, mais la même chose est arrivée ailleurs. Donc, au début, moi, je suis arrivé, il y avait des gens d'ingénierie et construction, etc. Il y avait aussi des gens de ce qu'on appelait système d'information à l'époque, Management Information Systems, qui est devenu TI aujourd'hui, et qui est à peu près la moitié du membership des associations, etc. Je comprends. Et le troisième groupe, c'est ceux et celles qui travaillent sur des projets d'aide internationale. Des projets de l'ACDI, de Banque mondiale. Et ça, c'est une industrie qui est complètement par projet depuis toujours. Donc déjà, au début des années 80, on avait déjà diversifié de clientèle, il y avait ces 3 secteurs d'activité. Ah, c'est intéressant. Puis là, à la fin des années 80, là, c'était la diversification tout azimut. C'est arrivé dans le secteur public à la fin des années 80. Et en 90 à peu près, ça, c'est l'époque de la globalisation, de déréglementation. Et donc, des industries qui étaient très, très réglementées jusque-là, télécom et services financiers étant les plus importantes, ces industries-là étaient très, très bureaucratiques, très, très réglementées, ils ne bougeaient pas, étaient des vrais dinosaures, ils produisaient un nouveau produit à peu près aux 3-4 ans. En même temps, historiquement, ils ont informatisé tout le processus. Donc, les institutions financières et les télécoms ont passé de dinosaures bureaucratiques réglementés à entreprises concurrentielles, innovantes, changement continu. Et pour gérer ce changement, développer ces produits, le projet. Donc, ils sont devenus, ou ils le sont déjà depuis le début des années 90, les as de la gestion de projet. Puis toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, ils sont très, très, très bien équipés. Ils sont vraiment les experts. Ces deux industries-là, c'est là qu'on retrouve la meilleure gestion de projet. Alors, ça continue. Oui. Les projets culturels, les événements. Aujourd'hui, c'est un projet, c'est un événement. Oui, puis c'est des gros projets. C'est des gros projets, des projets très différents, dans le sens que la date d'échéance, ça a commencé à 7h30 ce matin. Tu ne pouvais pas te 30 minutes en retard. Non, effectivement. Comme faire cet enregistrement, c'est un projet, c'est un événement. Puis le dernier volet, c'était l'économie sociale. Donc, là, on a fait le tour. Là, c'est à peu près toute l'activité humaine. On trouve des projets dans tous ces secteurs-là. Donc, nous, on a vu notre maîtrise, mais la même chose est arrivée partout ailleurs. Donc, on a vu les écrits sur le sujet, des applications sur le sujet, le membership des associations professionnelles. Et tout diversifié à travers les 30 ans d'histoire. Un peu plus 35, 37 maintenant. Alors, on va poser une autre question. La chaire, elle a été créée quand? Parce que vous êtes titulaire, vous, de la chaire. A été créée en 2007. Mais ça, il y a eu des changements. Un des gros changements en gestion de projet, c'est l'application à des secteurs d'activité autres. Un autre changement, c'est dans un processus de professionnalisation, surtout. La recherche a commencé à vraiment prendre forme à la toute fin des années 90. PMI a créé son département de recherche à cette époque-là. Ils ont fait leur premier colloque spécifiquement de recherche en 2000. Les Européens en ont mentionné, eux autres ont commencé au début des années 90. Et là, on a vu depuis l'année 2000, donc ça fait presque 15 ans maintenant, une croissance de la recherche en termes de qualité et quantité. Et on est capable de l'observer parce que moi, je suis sur les comités organisateurs des colloques internationaux en gestion de projet, donc je suis là pour gérer le processus de sélection des communications. Donc, je vois des communications qui rentrent, on voit le nombre, mais on voit surtout la qualité. Et donc, là, j'ai été à European Academy of Management cet été, j'ai géré le programme, puis il y a 3 ans, des CAM, on a eu le plus important colloque de recherche en gestion de projet. Donc, c'est une période de 3 ans. Je vois visiblement la différence dans la qualité de la recherche. Donc, la recherche a pris beaucoup de place, et nous, en 2007, on a créé le CHAIR. Le CHAIR, c'est le bras recherche
de ce groupe de professeurs qui enseignent la maîtrise en gestion de projet. Donc, nous, on a un corps professoral assez important, de 18 personnes. Il y a personne au monde qui en a autant. Mais c'est simplement parce qu'on a un gros programme de maîtrise professionnelle basé sur des cours avec des petits groupes dans des classes, donc ça prend beaucoup de profs. Mais un prof, les gens ne se rendent pas trop compte. La recherche est une partie plus importante en moyenne de la tâche de professeur que l'enseignement. On n'enseigne pas tant d'heures que ça par semaine, mais la recherche fait partie de ça. Donc, on avait tous ces professeurs qui faisaient déjà la recherche, mais l'idée, c'était de les mettre ensemble. Il y a beaucoup de phénomènes d'émulation. Et pour revenir au livre, avant qu'on présente celui que vous nous avez amené, là, parce qu'au niveau de la chaire, comme vous-même, vous avez publié plusieurs livres. Vous en avez un nouveau qui va être fait au printemps. Toute l'équipe professorale doit publier de façon régulière, j'imagine. Ça fait partie du travail de professeur, de faire la recherche. Donc, est-ce que vous faites une tabulation? Savez-vous combien de livres vous avez été... Je viens de faire un rapport sur les activités de chaire depuis sa création en 2007. Et là, et c'est pas juste la chaire, c'est les professeurs qui produisent. Oui, je comprends. Donc, j'ai compté les activités, les conférences qu'on a eues, des conférences qu'on a faites. Il y en a 2 de mes collègues qui ont fait des conférences aujourd'hui, des publications. Je compte 550 activités depuis 2007. De publications, là. Publications ou conférences, il y a toutes sortes de choses. De communication. Donc, c'est quand même un volume assez très important. Assez impressionnant, bon, si les gens sont curieux, tout est sur le site web. C'est assez facilement accessible. Donc, tu vois qui en est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, la recherche en gestion de projet? Il y en a beaucoup. Alors, le livre du jour. Oui, le livre du jour, le livre dont je on va le regarder, oui. On va le sortir là. On a mis les caméras pour ça. Oui, c'est ça. Elle est là. Voilà. C'est... Ça, c'est un livre, il y en a eu plusieurs de ça. PMI a un concours annuel de subvention de recherche. Donc, quand vous proposez un projet de recherche, ils le financent. Et une partie de la condition, c'est que tu écris un rapport à la fin qu'eux, ils publient. Donc, génial. Ce livre-là. Et là, c'est le secret le mieux gardé en ville. Ces documents sont disponibles en format PDF à tous les membres de PMI sur la planète. Sauf qu'il y a 2 problèmes. Personne ne le sait. Ce soir, aujourd'hui, il y a quelques personnes de plus qui le savent. Mais aussi, il est impossible de trouver le site. Le site est mal fait. Le site de PMI, c'est une horreur. Mais si vous allez sur le site de la chaire et vous allez sur le languette réalisation livre, vous trouverez des liens. Pour trouver ça, puis vous, de toute façon, vous allez fournir ça aux membres de votre club, le lien, le lien, puis là, ils vont pouvoir le trouver. Ça. Il y en a plusieurs. Donc, on a ici un livre qui s'appelle Contextualization of Project Management, Practice and Best Practice. Bon. Alors, l'origine de ça, c'est que moi, j'étais sur le comité des référentiels de PMI au siège social au début des années 2000. Et je constatais que les référentiels de PMI, les référentiels des associations professionnelles sont basés sur le consensus, pas sur la recherche. Référentiel étant? Standard in English. Référentiel, c'est le mot français pour standard. Donc, c'est des standards. On dit standard, mais c'est référentiel, le mot français. Merci de la précision. Et donc, quand je lisais le référentiel de base de PMI, c'est le PMBOK Guide, je voyais des choses là-dedans dont je n'étais pas convaincu que ça servait tant que ça. Puis je voyais d'autres choses qu'on voyait dans la pratique qui n'étaient pas là-dedans. Donc là, il faut dire que cet ouvrage, c'est tout ce travail, c'est 10 ans de travail dans ça. Il était fait avec Claude Bessner, mon collègue, qui n'est pas ici aujourd'hui, il est à l'étranger, mais Claude est la personne dans la maîtrise en gestion de projet qui est responsable des cours de planification, contrôle, etc. Donc, c'est dans ces matières-là qu'il y a le plus d'outils en gestion de projet. Sûrement. Donc, moi, je venais avec une préoccupation de ce que je vais aimer ça que des standards ou des référentiels reflètent la réalité. Puis lui, il était le spécialiste des outils et des techniques. Donc, on s'est mis ensemble pour faire ça. Essentiellement, ce qu'on cherchait à faire, la question qu'on posait, c'est quels outils et techniques est-ce que des praticiens utilisent pour le vrai? Pas ce que les référentiels et le reste de la littérature en gestion de projet est très, très normative. Dit, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Oui, mais des gens font quoi? Donc, c'est ça la question. Donc, on a construit un questionnaire dans lequel on avait identifié, dans cet ouvrage-là, il y a 108 outils techniques de la gestion de projet. Puis on a demandé pour chacun de ces outils, aux techniques, on a demandé aux praticiens à quel point est-ce que vous utilisez ça de jamais à très intensivement. Mais je ne dis pas ce qu'ils devraient faire, mais ce qu'ils font. Voilà.
Et aussi, on avait des questions sur quelles sont les caractéristiques de votre organisation, quelles sont les caractéristiques de vos projets et qui vous êtes, votre démographie. Donc, on a une base de données, on a 2500 réponses. Okay. Donc, on a une base de données très importante. Okay. Et donc, la première question qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce que les gens utilisent pour le vrai? Donc, on a trié des outils entre les très utilisés et les jamais utilisés. Puis là, on a gardé des référentiels, on a constaté des jamais utilisés sont très présents. Okay. Et parmi les très souvent utilisés, il y en a qui sont absents. Donc, okay, ça, c'est intéressant. C'est ça, voilà. Deuxième chose qu'on a faite, ça, c'est parce qu'il faut distinguer la description. Qu'est-ce que les gens font? Et le normatif, c'est ce que les gens devraient faire. OK. Puis, les référentiels, c'est ambigu. C'est à mi-chemin entre les deux. Dans le PMBOK, on dit c'est des pratiques généralement reconnues comme bonnes. Est-ce que c'est des très bonnes que vous devez faire ou à quel point ils sont généralement reconnus, ça veut dire qu'ils sont utilisés? Okay. C'est une mesure de la moitié utilisation à moitié prescriptif. Là, nous, on a séparé ça. Okay. Dis-moi pas ce que tu penses que tu devrais faire, dis-moi ce que tu fais. OK. Et après ça, on a dit... ce que tu fais et qui marche, finalement. Non, ça. Dis-moi simplement. Okay. Prends un exemple. L'exemple, mettons, les kick-off meetings. Une réunion de lancement de projet. Le fais-tu pas? Une échelle de jamais, un peu, jusqu'à beaucoup. Dis pas que c'est bon ou pas bon. Dis-moi si tu le fais ou pas. Ça, c'est la première question. Deuxième question, là, on va savoir est-ce qu'il devrait le faire. OK. Et là, on a deux indications de ça. Okay. On leur a posé la question, penses-tu, donc, votre opinion, est-ce que si vous faisiez ça plus ou mieux, ça pourrait contribuer à la performance? OK. Là, on a comparé ces deux questions. Et là, l'autre mesure, on a aussi une mesure de performance, donc on fait des analyses statistiques de savoir est-ce que les différences dans une utilisation d'une technique est prédicteur de performance ou pas. C'est ce qu'on appelle les meilleures pratiques. Qui va s'intéresser à ça? Ça, c'est pour tous les praticiens. Tous les praticiens. Ouais. Ben, je sais, j'en parle beaucoup. Juste un dernier point. Là, c'était pour toutes les pratiques, tout contexte confondu. OK. Après ça, on fait des analyses. En quoi ça varie d'un contexte à un autre? Okay. Est-ce que c'est un projet de construction, un projet de TI? Y a-t-il une différence? Okay. Entre un projet pour un client interne et un client externe, y a-t-il une différence? Et donc, on a toutes sortes de variables contextuelles. Donc, c'est pour ça qu'on parle de contextuel. OK. Puis, là, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Et là, dans l'ouvrage, il y a toutes sortes d'analyses. Des tableaux et d'analyses, c'est ça? Oui, toutes sortes d'analyses, mais la moitié de l'ouvrage, c'est un annexe, c'est un document de référence à la fin, donc tu vois à peu près la moitié du livre. Là, la moitié du livre à peu près. Là. Et là, vous avez... la méthodologie. Non. Là, vous avez les résultats pour tous les outils, une page par outil. Donc, là, vous avez, c'est les instructions comment lire la page synthèse, et là, vous avez une page où on a mis tout ce qu'on sait sur cet outil-là et les variations dans cette utilisation. Les praticiens, ils vont découvrir dans ce livre-là, par exemple, que tel outil est utilisé et est performant. C'est ça. Comme j'ai parlé à quelqu'un tantôt, il dit cette personne-là s'est intéressée aux réunions de lancement. Oui. Bon, on va savoir la réunion de lancement. Il y a une page sur la réunion de lancement là-dessus, avec tout ce qu'on sait résumé dans une page. C'est comme... comment on pourrait décrire votre livre à ce moment-là? C'est vraiment un sommaire des bonnes pratiques, c'est ça? Ben, oui, mais c'est les deux choses. C'est le sommaire de à quel point le fait pour le vrai. Oui. Et à quoi ça contribue à la performance. C'est les deux questions. C'est pour ça qu'on dit pratique et meilleure pratique. Donc, en fait, ça a été fait quand? Ça a été fait en 2012. En 2012, donc c'est quand même très récent. Donc, en fait, c'est ça, chaque gestionnaire de projet devrait avoir ça comme une petite Bible. C'est comme une petite Bible. Oui, au moins, chaque organisation. Si quelqu'un est curieux pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire, oui. De toute façon, c'est disponible gratuitement au monde de PMI. Oui. Je pense que PMI vend ça pour 35 pièces. Oui, mais c'est pas ça l'idée, là. Mais... Donc, juste si on est curieux pour avoir la gestion de projet, mais c'est facile d'accès. Regardez la page qui vous intéresse à la fin. OK. Donc, on peut avoir le point de vue professionnel recherché, donc une analyse très approfondie des différents outils, des différentes approches aussi qui sont utilisées en gestion de projet, qui sont bonnes, qui vous permettent de savoir aussi au niveau de la performance si... La différence entre ça et tout le reste de la littérature, presque toute la littérature est basée sur l'opinion. Oui, c'est ça. Le consultant, il dit, moi, c'est ça qui marche. Mon expérience me le dit. C'est ça que je voulais savoir. Mais là, il y a
Il n'y a pas plus de doute, d'opinion. là. OK. Les données disent ça. OK. En fait, des praticiens qui nous parlent à travers le questionnaire. OK. C'est ça. OK. Et quand je vous pose des questions, fais-tu des réunions de lancement? Oui, non. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Non, c'est un fait. C'est un fait. Et là, celui ou celle qui est dans tel contexte le fait plus ou moins que tel autre dans tel autre contexte. Et pas ça, de jugement. mais ça joue aussi au niveau de la performance, donc on le dit, non? Ça, c'est la deuxième question. Il faut séparer les deux. Oui, mais... Et à quel point ça dit. Et là, on l'a fait pour l'ensemble des outils. Ah. On a aussi trouvé que les outils, il y en a 108, ils ne sont pas utilisés individuellement. Ils se regroupent empiriquement. Oui. Pas théoriquement. OK. Quand il y a des groupes d'outils, par exemple, analyse de risque, c'en est un, les praticiens qui utilisent un outil d'analyse de risque ont tendance à utiliser des autres. OK. Donc, vous trouverez là-dedans, il y a 19 groupes d'outils. Donc, au lieu d'avoir 108, c'est un peu gros. Là. Donc, il y a une page pour chacun des 19 groupes aussi. Excellent. OK. Alors, de tous les livres qu'on a lus aujourd'hui ou qu'on a rencontrés aujourd'hui, c'est vraiment le plus spécialisé pour le public de PMI. Vraiment, il n'y a pas un entrepreneur qui va lire ça, il n'y a pas personne d'autre, sauf des gens qui connaissent la gestion de projet. Oui, c'est des gens de gestion de projet, spécifiquement eux, et surtout ceux qui s'intéressent aux pratiques. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais, ce que je devrais faire, comment je compare à d'autres, dans tel contexte, est-ce que les gens font plus ou moins de telle chose, tout à fait. Excellent. Ah, ben génial. Ah, c'est très bon. Alors, et là, ce qui est très encourageant pour moi, je sais que l'équipe qui commence la nouvelle version du PMBOK l'ont lu. Qui commence la première fois? Les référentiels oui. sont produits par des équipes. OK. À tous les 4 ans ou tous les 5 ans, PMI renouvelle l'ensemble de ces référentiels. OK. Et l'équipe qui va faire la prochaine version, la prochaine édition, OK. a lu cette livre-là, puis il commence à travailler cet automne. Ah, donc, bravo! Là, l'histoire dira dans 4 ans oui. si on a réussi à influencer. Une chose que vous trouverez là-dedans, c'est une analyse sommaire entre ce que nous, on a trouvé et ce qu'il y a dans le PMBOK. Okay. Là où il y en a beaucoup plus que ce que la réalité et beaucoup moins que la réalité. On a fait parce que je ne connaissais pas l'expression, c'est PMBOK. PMBOK, c'est les référentiels de base de PMI. OK, parfait. Excellent. Les gens qui vont écouter ça vont comprendre ça. C'est dans le codage. Non, mais c'est le Project Management Body of Knowledge. OK. C'est traduit en français. Le corps de connaissance de la gestion de projet. Ah, OK. C'est le Bible de PMI, sur la pratique de gestion de projet. Et donc, on verra si dans 4 ans, parce qu'il faut dire à PMI, jusqu'à date, la recherche n'a pas eu d'impact sur les référentiels. Mais il y a une initiative à PMI au siège social aux États-Unis d'essayer de faire en sorte que les référentiels tirent avantage de les résultats de recherche. Okay. Et c'est la première fois. Donc, c'est pas hasard, c'est une initiative très importante à PMI depuis 4 ans. Okay. Donc, ils veulent que de prochaines versions de leur référentiel tiennent compte des résultats de recherche. Okay. Donc, c'est pas par hasard que cet ouvrage a été lu par ceux qui vont faire la prochaine. Donc, on verra dans 4 ans. Oui, ben, félicitations, c'est encourageant. Ce que peut-être pour conclure, c'est que vous, comme professeur titulaire d'une chaire spécialisée comme ça, je sens chez vous encore la passion du métier. Ah oui, c'est sûr. Vous ne pouvez pas aller, je parle vite, puis la non-verbale est là. J'ai pas une petite chose à pression, là, mais on pourrait presque dire que... Donc, c'est un milieu, puisque j'ai découvert aussi avec la journée aujourd'hui, c'est toute la dimension internationale. C'est ça qu'on expliquait ce matin dans une autre capsule, c'est que ces pratiques-là sont partagées à l'international. On avait d'autres invités aujourd'hui qui nous expliquaient qu'ils collaborent avec des projets en Suède, en France, un peu partout. Donc, c'est un milieu d'activité très stimulant. Tout à fait. Donc, les jeunes ou ceux qui veulent peut-être commencer justement à envisager cette carrière-là, c'est un des aspects que je trouvais qui était assez intéressant. Nos étudiants sont passionnés. C'est vraiment des gens passionnés dans ce milieu-là. Pourtant, c'est pas l'image qu'on peut avoir. Non, on a l'impression que ça a l'air plate, ennuyant. Oui. Mais c'est pas ça. Il faut dire, si on associe la gestion de projet aux pratiques de planification de TI, là, ça, c'est plate. Oui. Mais ce gestion de projet, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça. Puis ce matin, on a beaucoup entendu parler de l'aspect humain. Ah, c'est clair. Toute la question du leadership, l'importance du leadership dans un contexte de projet. Donc, c'était vraiment intéressant pour nous de découvrir tous ces beaux livres et ces belles personnes qui tournent autour de cet univers. Donc, oui, c'est vrai. C'est une communauté qui est très chaleureuse, accueillante, parce qu'elle est en croissance, puis la demande dépasse la capacité. Donc, on ne chicane pas pour des sujets de recherche. Il y en a pour tout le monde. Donc, ça fait une communauté très chaleureuse, très accueillante. Et stimulée, c'est ça. Et le domaine est en croissance. Donc,
Et merci beaucoup, M. Hobbs, d'avoir passé 2 moments avec nous aujourd'hui. Et on a hâte de rendre ce contenu-là disponible sur le web pour votre public et pour toutes les autres personnes qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup. Ben, merci, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir.